montrer. Il faut des héroïnes. Et aujourd'hui en France, on a besoin de ces femmes qui peuvent investir ce terrain et faire entendre leur voix. Juste une question sur justement l'émancipation de la femme, l'islam, la religion, dans le Coran, revenant toujours à la source, les textes sacrés. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et musulmane. Alors pour ceux qui disent justement qu'il n'y a pas d'équité, qu'il n'y a pas d'égalité, que c'est une religion qui opprime. Justement, j'insiste beaucoup sur ce point parce que avec la connaissance, toutes les portes sont ouvertes. On n'a pas droit à l'ignorance. Justement, que vous disent les blogueuses sur ce point-là, justement? Parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui que les femmes dans les banlieues, les petits frères, peuvent même les empêcher d'aller à l'école. J'ai eu l'occasion de recevoir sur le plateau 2 femmes en Irak qui pensent même ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Et là, c'est contraire complètement donc au précepte même de l'islam. Naïma ou Khadija Ternoumi, Mariam? Ça rejoint un peu la question que vous avez posée tout à l'heure concernant le fait qu'il n'y ait pas de Damida Wadoud en France. Je pense que, en tout cas, c'est ce que nous ont dit nos lectrices. On n'est pas porte-parole, on ne parle pas au nom de toutes les femmes musulmanes. Ces femmes-là ont des préoccupations vraiment prosaïques. Enfin, le débat qu'on a eu est très intéressant, mais vraiment d'un autre niveau, très théorique, très théologique. Ces femmes-là, elles sont issues de... Elles rencontrent beaucoup de difficultés. Au-delà même d'être des femmes de culture musulmane, elles sont déjà femmes. Elles sont pour la plupart issues d'une culture populaire. Elles sont issues de l'immigration. Et je peux vous dire que ça, c'est l'handicap. Parfois, voilà, être issu d'un... Quand je prends mon expérience personnelle, je pense que ce qui a été le plus difficile dans mon parcours, c'est d'être issu d'un milieu populaire et modeste. Voilà, donc c'est très intéressant de développer toutes ces questions-là. Mais tout à l'heure, on parlait d'aliénation, de soumission, et je pense que la plus grosse aliénation qu'on peut avoir, la plus grande soumission, la plus oppressante, c'est une aliénation économique, une soumission économique. Qu'il faut aborder. Après, effectivement, je pense que quand on arrive à s'affranchir de tout ça, là, on peut effectivement donc, avoir ce type de questions-là, parce que, que ce soit vous ou Madame Amina Wadoud, vous avez des trajectoires particulières. Je pense que tout le monde ne peut pas s'interroger sur ces questions-là. Enfin, il y a vraiment le milieu d'où on vient, d'où l'on parle, qu'il faut regarder. Alors, bien sûr, l'émancipation passe d'emblée par l'autonomie financière, par le développement économique. Et Pavline Anil a beaucoup de choses à nous dire sur ce plan-là, puisque vous avez soutenu des créations d'entreprises, de femmes qui ont voulu justement arracher cette autonomie. Alors, dites-nous ce qui se fait en Angleterre, Pavline. Well, it's actually a very interesting point because when we très set intéressant up en fait. the Fatima Lorsqu'on a établi notre réseau Fatima, il y a 2 choses auxquelles je tenais, c'était que cela aide les minorités, les femmes en minorité, mais aussi que cela les aide à avoir une autonomie financière. Sans ça, on n'a aucun choix. On parle de problèmes sociaux, mais si on n'a pas d'autonomie financière, on ne pourra pas traiter les autres problèmes sociaux. Au Royaume-Uni, le gouvernement a failli avoir un genre de conspiration pour ne parler que de problèmes sociaux, culturels dans le monde de l'islam. Nous, on a défendu cette idée d'autonomie financière et de représentation politique. C'est vraiment ça qui nous donne accès au pouvoir et qui nous permet d'influencer les décideurs politiques. Nous sommes maintenant dans une crise économique et les 2 dernières années, le gouvernement s'est intéressé de très près, en Europe et au Royaume-Uni, à l'intégration économique. On oublie les problèmes sociaux, la cohésion sociale, et on parle d'intégration économique. Pourquoi? Parce qu'il y a ce marché qu'on n'a pas encore utilisé de migrants et de femmes qui sont à notre disposition. Donc c'est un défi pour mon genre d'organisation. Ce serait bien de dire maintenant, on veut travailler avec ce genre de femmes, on veut travailler avec les organisations d'entreprise et essayer de créer ces héroïnes et ces personnes qui vont porter notre discours. Où sont ces modèles que l'on voudrait représenter?
est l'histoire des théologiens, des experts musulmans qui ont répandu l'islam à travers le monde? On ne les voit plus aujourd'hui. Il y a un homme d'Oxford, un chercheur qui est très intéressant, au centre de recherche islamique. C'est un homme qui défend plus la cause des femmes que aucune femme que j'ai rencontrée. Gentil, il a dit aux hommes ce qu'il pensait. Si moi je le dis aux hommes, ils ne m'écouteraient pas, mais eux, quand il leur dit, il est écouté, il dit, écoutez, si vous essayez d'aider votre femme, votre soeur, votre mère, à moins de les aider à être économiquement indépendantes et à lâcher prise, eh bien, elles ne se sentiront jamais en capacité de pouvoir aller à votre rencontre, d'être contre vous, en fait. Il a publié un volume de ses recherches et il pense qu'il y en aura beaucoup d'autres qui pourra publier, qui relatent l'histoire de ce genre de choses. Et il souhaiterait que ce soit traduit aussi. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça en fait, dans l'histoire et il souhaiterait les publier. Moi, je fais partie aussi d'un conseil qui promeut les femmes et les hommes des minorités ethniques pour monter des entreprises et aider les entreprises à grandir. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un réseau européen parmi ces différents entrepreneurs qui montre une autre face du migrant, une autre face des problèmes économiques. On montre les différents problèmes économiques qu'on a dans différents pays. Et peut-être qu'en faisant cela, on oubliera un petit peu les autres problèmes qu'on a. On dépassera les problèmes sociaux. La contribution économique de ces populations est quelque chose de très positif. Alors sur cette question, justement, le développement économique, voire l'autonomie financière comme moteur d'émancipation, Nassira a dit peut-être un mot. Nous sommes donc à la fin de ce débat, ce débat qui a été très intéressant, houleux, très chaud, mais très intéressant. On va faire un tour de table, dernier tour de table pour clore ce débat. Nassira, mais je pense que c'est une bonne manière de sortir de ce face-à-face un peu tendu entre l'islam et tout le reste en général, parce qu'on a bien vu que c'était pas seulement le féminisme, c'était l'Europe, la mondialisation, la modernité, et j'en passe. Donc effectivement, le fait de se resituer sur des formes d'épreuves matérielles, immédiates, très concrètes, comme l'accès à l'éducation, à la formation supérieure, et à tout ce que ça peut ensuite générer comme modalité ou comme capacité d'émancipation, ou en tout cas comme capacité à décider pour soi, ce sont des aspects qui aujourd'hui sont souvent perdus de vue lorsqu'on parle de cette espèce d'abstraction que serait la femme musulmane. Parce qu'évidemment, elle est tout singulier et elle a un accoutrement dont on a bien compris lequel il est. Je pense que la difficulté majeure, c'est que plus on perçoit les choses au féminin singulier, et moins on comprend l'extrême difficulté dans laquelle peuvent se trouver les femmes, y compris lorsque, par exemple, elles sont diplômées mais elles ne peuvent pas trouver un emploi. Autrement dit, alors ce qui est intéressant là, c'est que dans le cadre de l'islam, finalement, il vaut mieux être une femme qu'un homme. Hein, c'est-à-dire, tant qu'on n'est pas voilé d'ailleurs, c'est encore mieux. Parce que ceux qui sont les plus discriminés, par exemple, dans le contexte français, ce sont les hommes arabes. Hein, c'est bien connu, surtout les jeunes hommes arabes qui sont ceux qui ont le moins d'accès au marché du travail. Mais c'est aussi parce qu'ils ont un rapport très étrange aux femmes, hein, qui sont aussi susceptibles d'être plus discriminés. Donc il y a bien cette question centrale qui est celle de la manière dont on a organisé, pensé et diffusé cette relation entre les hommes et les femmes, totalement essentialisée, totalement réductrice, qui fait fi de ce qui semble être quand même l'essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire un système capitaliste qui est de plus en plus déterminé, qui a des logiques d'oppression de plus en plus sophistiquées et subtiles. Les dites musulmans et musulmanes n'échappent pas à ces logiques-là. Donc il serait sans doute temps de sortir évidemment d'une sorte de culturalisme réducteur pour aborder des points qui là sont véritablement déterminants dans la manière de dénouer ces formes d'oppression et comment est-ce qu'on peut dégager des perspectives d'émancipation. Alors, une dernière question à quelques minutes de la fin de ce débat. Oui, s'il y a une avancée de l'islam par rapport à son époque, je pense